Bonsoir tout le monde, merci Nathalie donc, pour cette invitation. Je m'appelle Pierre Solo, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence au laboratoire de biotechnologie et chimie marine, le LBCM, qui est une équipe mixte de recherche, CNRS UBS, université, et qui, on va dire, a pour thématique principale l'étude des biofilms marins, c'est-à-dire les étapes de tout ce qui est colonisation de toutes les surfaces immergées dans l'eau. Donc ça va du biofilm bactérien jusqu'à la colonisation par les macro-organismes et leur valorisation, qu'il s'agisse de macro-algues, d'éponges ou de bactéries. Voilà en 2 mots. Ce soir, je vais vous parler de restauration écologique, alors en milieu portuaire, ou restauration écologique portuaire de façon générale. Et pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, voilà, je vais essayer de pas déborder. Alors, qu'est-ce que la restauration écologique? Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ce terme-là, mais peut-être de restauration, vous avez certainement entendu, et je veux faire appel à votre mémoire, de restauration. La restauration, on a tous étudié ça je sais pas, en seconde, première, terminale, je ne me souviens plus en tout cas. La première restauration de 1814 à 1815, donc c'est après la chute du Premier Empire, Napoléon, on a la restauration, donc le retour à la monarchie. 1815, c'est les 100 jours. Napoléon revient de l'île d'Elbe. 1815, c'est la bataille de Waterloo. Louis XVIII revient au pouvoir de 1815 à 1824. Et son frère Charles X termine donc cette période de la Restauration de 1824 à 1830. Donc c'est le retour de la monarchie, le retour de la maison de Bourbon, qui se termine en 1830 par une révolution française, la deuxième, dite les Trois Glorieuses, du 27 au 29 juillet 1830, et le retour de la monarchie de Juillet, avec notamment Louis-Philippe Ier, donc de la maison d'Orléans. Alors si j'ai choisi ce tableau, c'est pas pour faire un cours d'histoire ce soir, mais c'est vous parler d'une autre forme de restauration, cette fois-ci la restauration des tableaux, ou la restauration des œuvres d'art de façon générale. Et vous voyez, avant et après restauration, vous voyez que le travail consistait à revaloriser finalement l'œuvre de Eugène Delacroix, ce tableau de la liberté guidant le peuple. Et cette étape de restauration a permis de remettre en avant toutes ces couleurs, les couleurs assez vives du drapeau bleu-blanc-rouge français, de mettre en évidence peut-être la robe, la couleur blanche de la robe, mise en valeur un petit peu par ces dorures, ou cette couleur un petit peu jaunâtre, en tout cas des couleurs un peu plus froides, mais qui permettent de contraster et de rappeler un petit peu ici derrière l'auréole, probablement lié aux rayons du soleil à travers les nuages de fumée des tirs de fusils ou de canons. Et le rappel entre le jaune de la robe et puis le ciel jaunâtre permet de mettre en évidence un petit peu le buste de cette allégorie de la liberté guidant le peuple. Donc la restauration, retour au pouvoir de la monarchie, restauration d'une œuvre d'art et forcément restauration, se nourrir, se sustenter. Rien de tel qu'un plateau d'huîtres plate, donc peinte, une œuvre réalisée par Édouard Manet en 1862, donc intitulée Huîtres tout simplement, où il présente donc un plateau d'huîtres plates, Crassos, Tréa et Dulis, qui sont les huîtres locales, indigènes, qu'on consomme encore, mais qui ne sont pas cultivés, enfin qui n'étaient pas cultivés à l'époque, enfin qui ne le sont toujours pas d'ailleurs, mais qui étaient prélevés dans le milieu naturel. Et donc à cette époque-là, en 1862, donc c'est Napoléon III qui est à la tête de ce Second Empire. Et tout le monde consomme énormément d'huîtres plates, à tel point que le gisement finit par péricliter, et qu'on va introduire volontairement de l'huître creuse japonaise, Magallena angulata, pour pallier la demande excessive d'huîtres plates. Donc vous avez bien compris, la restauration, c'est quoi? Dans l'histoire, c'est réinstaurer un gouvernement. Dans l'art, les tableaux que je vous ai montrés de Delacroix, c'est redonner à une œuvre une apparence que l'on suppose proche de son état initial, dans un but de sauvegarde. Et puis dans le domaine culinaire, c'est se refaire une santé. Donc la restauration, c'est quoi? C'est rétablir un état ancien, remettre dans son état d'origine.
Eh bien, la restauration écologique, c'est un petit peu la même chose. C'est un processus d'aide au rétablissement d'un écosystème dégradé. Alors, un écosystème dégradé, c'est un écosystème qui a perdu toute sa biodiversité, toutes ses fonctions, dégradé, endommagé ou détruit. Voilà la définition de la restauration écologique. Donc, c'est bien une aide au rétablissement. On va aider la nature à se réparer par elle-même. Et l'objectif, c'est pas de remettre le milieu dans son état d'origine, dans un état statique, mais c'est de l'accompagner pour que cet écosystème suive sa trajectoire historique. Et donc le règlement européen sur la restauration de la nature, qui a été adopté en 2024, précise bien qu'il s'agit de maintenir la résilience des écosystèmes, c'est-à-dire de maintenir cette capacité que la nature a de pouvoir faire face à différents aléas, à différents phénomènes, réchauffement climatique, pour pouvoir, par exemple, se restaurer, se réparer et continuer à fournir ses services. OK. Voilà. Donc, ce soir, voilà un petit peu le plan de la présentation, après vous avoir défini ce qu'était la restauration écologique. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte de notre étude, pourquoi est-ce qu'on fait actuellement de la restauration écologique au LBCM, pourquoi est-ce qu'on cible particulièrement les ports et comment on travaille. Je vous montrerai quelques exemples qu'on mène actuellement, des travaux qui sont actuellement en cours. Et puis je terminerai par aussi une réflexion sur la place du citoyen, finalement, dans cet écosystème portuaire, dans ce socio-écosystème portuaire. Alors, le contexte, vous le connaissez, c'est le réchauffement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. On considère qu'en tout cas en France, 20% des habitats terrestres et 6% simplement des milieux aquatiques sont dans un bon état de conservation en France. Et cette dégradation de la biodiversité et des services écosystémiques est essentiellement liée à au moins 5 grands facteurs qui sont décrits dans ce rapport de l'IPBES, donc cette plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, les écosystèmes et les services écosystémiques, dans ce rapport de 2019. Donc sont cités au moins ces 5 grands facteurs tels que la pollution chimique, la pollution biologique, lumineuse, sonore, tout ce qui est surexploitation des ressources naturelles, on consomme trop, on mange trop, on gaspille beaucoup. Le changement climatique, forcément, et l'acidification des océans. On produit énormément. Chaque fois qu'on produit, on produit du CO2. Ce CO2 réagit avec de l'eau et ça forme une réaction chimique qui se traduit par la formation d'acide carbonique. C'est la chimie, c'est tout simple. On construit, on bétonne, on veut tous habiter au bord de la mer, on artificialise le littoral. Et puis il y a un dernier facteur qu'on évoque un petit peu moins dans le milieu marin, que sont les espèces exotiques envahissantes. Alors autant milieu terrestre, vous en connaissez, des espèces envahissantes, les herbes de la pampa, le baccharis, le moustique tigre, le frelon asiatique. Dans le milieu marin, on a aussi des espèces exotiques envahissantes, et pour certaines d'entre elles, qui vont poser des problèmes, impacter la biodiversité, impacter les écosystèmes. Alors juste un petit mot quand même pour bien expliquer ce que sont ces espèces exotiques envahissantes. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'huître-plâtre, une espèce indigène, une espèce locale. Voilà, ce sont des espèces qui sont naturellement présentes à l'intérieur du territoire. À côté de ça, vous avez des espèces non indigènes, des ENI, ou également appelées espèces exotiques ou espèces aliens. Ça, ce sont des espèces qui ont été introduites, volontairement ou involontairement, en dehors de leur aire de répartition d'origine naturelle. Des espèces qui proviennent d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, et qui vont être introduites comme ça en Europe, par exemple. Alors ça ne pose pas de problème tant que ces espèces restent à un état un petit peu dans un bruit de fond. Et puis pour X raisons, ces espèces non indigènes, si elles survivent, elles vont peut-être pour certaines réussir à se reproduire, à se multiplier et potentiellement à devenir envahissantes. Et là on va parler d'espèces exotiques envahissantes, EEE, ou d'espèces invasives, et ces espèces vont avoir un impact généralement négatif, mais en tout cas induire des changements significatifs, positifs ou négatifs, sur la biodiversité, les écosystèmes, mais aussi la santé. Alors, je vais vous donner peut-être quelques exemples. Vous avez peut-être entendu parler du crabe bleu dans le bassin de Thau, voilà, qui va consommer tout ce qu'il a sous les pinces, se retrouver dans les filets, déchirer les filets des pêcheurs, et ça va impacter l'économie. Vous avez aussi des espèces comme les poissons-lions, lionfish en Méditerranée, qui sont des espèces qui proviennent de mer Rouge, qui ont traversé le canal de Suez.
et qui se retrouvent, pareil, en Méditerranée, à proliférer, à consommer toutes les petites proies. Ces poissons sont non seulement invasifs, mais sont en plus venimeux. Ce qui fait que les pêcheurs, quand ils les ramassent, risquent en plus de s'envenimer par les aiguillons sur les nageoires de ces poissons. Au milieu terrestre, les moustiques qui sont vecteurs de pathogènes, etc., etc. Voilà. Donc toutes ces espèces exotiques envahissantes sont celles qui sont vraiment problématiques, qui vont interagir avec les espèces locales, prendre leur place, prendre la nourriture des espèces locales ou tout simplement les prédater. Ça va jouer sur les habitats. Vous avez peut-être entendu parler de la crépidule, donc c'est un petit gastéropode filtreur, qui provient d'Amérique, qui est passé par l'Angleterre et qui a profité de débarquement pour arriver sur les côtes normandes et bretonnes. Et ce gastéropode filtreur va sécréter énormément de mucus et les déchets coquillés vont comme ça modifier l'habitat sablo-vaseux et entraîner une homogénéisation, c'est-à-dire un milieu très homogène qui va laisser très très peu de place à la biodiversité. On aura toujours les mêmes espèces. Et ça va impacter aussi l'économie des pêcheurs qui pourront plus pêcher la coquille Saint-Jacques, par exemple. Donc ces espèces exotiques envahissantes vont pouvoir jusqu'à perturber les écosystèmes et tous les services associés. Alors, on va voir maintenant si vous avez bien suivi. Je vous montre deux, trois petites photos. Vous reconnaissez nos algues vertes. Bienvenue en Bretagne. C'est ici la base des sous-marins. Vous êtes à Lorient. Alors, espèces indigènes, espèces invasives, eh bien, les algues vertes sont bien des espèces indigènes, c'est bien des espèces locales. Elles profitent simplement d'une perturbation du milieu, une eutrophisation, trop d'azote, trop de phosphate, pour se mettre à proliférer. Mais c'est l'équivalent des sargasses qui prolifèrent actuellement en Martinique, Guadeloupe, et qui s'échouent sur les plages. La problématique de ces algues vertes, elles s'échouent, elles se décomposent, et avec les bactéries, elles libèrent du sulfure d'hydrogène. Une autre espèce que les plongeurs ont pas mal observé il y a quelques années sous l'eau, c'est le poulpe, l'Octopus vulgaris. Espèce indigène, espèce exotique, eh ben, c'est une espèce qui est bien indigène. Elle avait simplement quasiment disparu pendant l'hiver 62-63 où il a fait très très froid et il a fallu presque 50 ans pour que les populations de poulpes reviennent à un état équilibré, normal. Ces poulpes sont arrivés en masse il y a 4-5 ans, ont tout bouffé au fond de l'eau, tout ce qui était bivalves, homards, crustacés. Et maintenant, la population s'équilibre. Et les poulpes se déplacent actuellement plutôt entre la Manche et l'Angleterre. Mais ce sont bien des espèces indigènes qui vont retrouver prochainement un équilibre. Par contre, alors les photos sont peut-être moches, mais c'est pas grave, c'est moi qui les ai prises. Vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez, une algue. Alors les photos prises dans un milieu portuaire, on verra, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais vous reconnaissez peut-être l'Undaria pinnatifida, le wakame. Voilà. Donc une algue qui a été introduite, alors involontairement dans le bassin de Thau, mais en tout cas cultivée volontairement du côté de Saint-Malo pour faire de l'algoculture, parce que cette algue sert à faire des sushis. Donc introduction volontaire, culture volontaire d'une algue qui s'est bien plu en Bretagne et qui s'est mise à proliférer. Donc une espèce, en tout cas exotique, potentiellement invasive, qu'on retrouve dans pas mal d'espaces portuaires. Une autre espèce que vous connaissez, l'huître creuse. L'huître creuse japonaise, qu'on a introduite dans les années 70, c'était pour pallier les mortalités de nos huîtres creuses portugaises, qui étaient, il y avait une mortalité liée à un parasite. Dans les années 70, on a introduit ces huîtres creuses japonaises, du Japon, puis de Colombie-Britannique, au Canada, pour relancer l'économie de l'ostréiculture. Ces huîtres creuses se sont bien plues en Bretagne également, et puis on commençait à sortir un petit peu des parcs ostréicoles et à coloniser, par exemple, toutes sortes de surfaces, y compris des bétons. Ici, en milieu portuaire, on est ici à la Trinité-sur-Mer. Et pour ne pas faire de jaloux, comme on est aujourd'hui ce soir à Vannes, je vous ai montré une petite photo d'une autre espèce exotique qui colonise entièrement les surfaces du port de Vannes, donc le port de Plaisance, où c'est une espèce d'enceinte, c'est plutôt de la pierre. Mais à marée basse, si vous allez vous promener, vous ne verrez que cette espèce d'annélide. C'est un petit ver marin,
le Phycopomatus enigmaticus, qui provient plutôt de l'hémisphère sud, on ne sait pas trop exactement d'où, mais qui va créer des récifs avec, pareil, très très peu de place pour la biodiversité. Alors peut-être que ce petit annélide a une fonction, un rôle de filtreur, a peut-être un petit rôle de récif protecteur, mais en tout cas, il y a, vous voyez sur cette photo, pas beaucoup d'autres espèces à part ce petit annélide qui colonise vraiment les supports, les bouées, les câbles électriques qui traînent dans l'eau. Voilà, allez faire un tour à Vannes, je vous invite à profiter des marées basses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à l'effondrement de cette biodiversité et au dysfonctionnement de ces écosystèmes, de cet écosystème marin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a un cadre qui peut nous aider, donc le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal en 2022. Ça doit vous parler donc des conférences des parties, des COP. Là, c'était la 15e, les COP 15. Voilà, vous avez peut-être entendu parler des COP 21, 23, et je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Mais cette conférence avait pour objectif de rédiger cette convention dans laquelle il y avait plusieurs objectifs, dont un des objectifs qui était de préserver, améliorer ou rétablir l'intégrité, la connectivité et la résilience de tous les écosystèmes. Donc rétablir l'intégrité, la structure, la biodiversité, les fonctions des écosystèmes, mais rétablir, voilà, ça vous fait penser à restauration. Et donc plusieurs objectifs, plusieurs cibles, notamment à veiller à ce que d'ici 2030, donc c'est demain, au moins 30% des zones d'écosystèmes terrestres, d'eau intérieure et d'écosystèmes marins et côtiers dégradés fassent l'objet de mesures de remise en état, si possible efficaces. Voilà, on est bien dans de la restauration, afin d'améliorer la biodiversité, les fonctions et services écosystémiques, ainsi que l'intégrité et la connectivité écologique. Donc ça, c'est au niveau mondial. Et au niveau européen, on a cette directive européenne, la DCSMM, dans laquelle il y a plusieurs descripteurs, et qui vise au plus tard en 2020, alors il y a plusieurs cycles, à maintenir ou restaurer un bon fonctionnement des écosystèmes marins. Voilà, donc à travers ces deux textes de loi, je vous montre que la restauration fait bien partie des outils, des objectifs, enfin des outils, oui, à utiliser pour essayer de lutter contre cette érosion ou cet effondrement de la biodiversité. Alors, où et comment est-ce qu'on peut agir? Préserver cette biodiversité, donc on aurait tendance à vouloir préserver ces écosystèmes qui sont dégradés, donc agir directement au niveau du milieu marin, au niveau côtier, qui sont des espaces qui sont particulièrement riches, parce qu'ils fournissent ces fameux services écosystémiques, donc c'est les services rendus par ces écosystèmes marins, c'est-à-dire tout ce qui est production d'oxygène, tout ce qui est captation de CO2, tout ce qui permet de réguler le climat par le biais des courants, lutter contre l'érosion, les mangroves, les barrières de coraux. Voilà, ça va permettre de lutter contre l'érosion, nos austères également par chez nous. Ça va vous permettre de se nourrir. Hein, la mer, les océans nous apportent les poissons, des bivalves, des algues. Et un petit clin d'œil par rapport à une thématique du laboratoire donc, qui s'intéresse également aux algues et la recherche d'alternatives face aux protéines d'origine animale. Donc d'aller creuser un petit peu, d'aller chercher dans les algues les protéines de demain pour mieux se nourrir et se soigner. Donc il y a aussi des médicaments qui proviennent du milieu marin. Et puis les océans, la mer, c'est aussi un espace de loisirs, de bien-être, où on aime bien faire de la pêche, de la plaisance, de la plongée, de nager. Donc voilà un petit peu quelques exemples de services rendus par ces écosystèmes et qui justifient qu'on cherche à protéger, restaurer ces milieux. C'est aussi un milieu où il y a énormément de biodiversité, de biomasse. Alors énormément, c'est relatif par rapport au milieu terrestre, qui est beaucoup mieux connu. On a quand même un petit peu de retard dans le milieu marin, mais on considère qu'il y a à peu près 250 003 espèces acceptées dans le monde, d'après une base de données WORMS. Et en France, plus de 36 000 espèces marines inventoriées, d'après l'Office français pour la biodiversité. Et donc la France a un patrimoine très très riche, et a surtout un espace côtier qui est très très grand, une zone économique exclusive, qui est la deuxième dans le monde après les États-Unis, et qui oblige la France à avoir un peu d'exemplarité, puisque les 10% de la surface des récifs coralliens mondiaux sont dans les eaux françaises.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour protéger ces milieux marins et côtiers? Eh bien, on fait de la restauration dite passive. Voilà, on va créer des zones, alors j'ai mis protégées entre guillemets, mais on va créer des aires marines pour laisser la nature se restaurer par elle-même. On va miser sur la résilience, cette capacité qu'a la nature, les océans, à se réparer, à se restaurer, faire face aux différents aléas. Donc on en est aujourd'hui à plus de 560 aires marines protégées depuis les années 60. En Bretagne, on est à plus de 2700 km de linéaire côtier. Et vous voyez un petit peu le patchwork d'aires marines protégées qui nous entourent. Alors les aires marines protégées ou gérées comme on veut, c'est très bien, mais ça n'empêche pas le chalutage. Une aire marine protégée, c'est bien, mais ça ne suffit pas à limiter les pollutions d'origine terrestre ou anthropique. On estime, suivant les auteurs, que 80% de la pollution marine provient en fait du milieu terrestre. Donc un petit aperçu des différents éléments à l'origine de cette contamination du milieu marin. Eh bien, vous avez les éléments traces métalliques, le plomb, le cadmium, le mercure, l'arsenic, le cuivre, le zinc. Le plomb, on en a utilisé beaucoup dans l'essence, maintenant c'est de l'essence sans plomb, mais le plomb, une fois qu'il est dans l'environnement, il y reste, il ne se dégrade pas. Le cadmium, le mercure, sous forme de méthylmercure, il est volatile. Ça passe d'un pays à un autre. Donc on peut prendre toutes les mesures qu'on veut en France. Si les voisins ne respectent pas les mêmes mesures environnementales, les contaminants, ils ne connaissent pas les frontières. Le cuivre, le zinc, les toitures en zinc, par exemple en Bretagne, on a pas mal. Et puis le cuivre, ça c'est intéressant à suivre. On parle beaucoup de viticulture en Bretagne. On relance la vigne. Mais quand il y aura du mildiou, qu'est-ce qu'on fera sur nos vignes? On va mettre du sulfate de cuivre. En Bretagne, il ne pleut jamais. Donc il y a très peu de chances que le sulfate de cuivre finisse dans les océans. Okay, donc si ça vous intéresse, après, il y a des thèses de Jiménez en 2016 qui avait soutenu sur les éléments traces métalliques en Golfe Morbihan et baie de Quiberon, il me semble. Sinon, il y a des réseaux d'observation au ROC de l'Ifremer qui fait un petit état des lieux de toute la contamination du milieu marin. On n'entend plus trop parler, mais les nanoparticules, à un moment, les oxydes de titane, on les retrouvait dans les crèmes solaires, étaient suspectés d'être à l'origine une des raisons à l'origine du blanchissement des coraux, par exemple. En Bretagne, il n'y a pas de soleil, donc on ne met pas de crème solaire, donc c'est pas grave. À côté de ça, on a quoi? Les TBT, les tributylétains. C'est ce qu'on mettait autrefois à la place des peintures anti-fouling. Peintures anti-fouling qui contiennent du cuivre, mais autrefois on mettait du tributylétain. C'est interdit depuis, mais le TBT, il est toujours présent, on le détecte encore si on cherche bien. HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est tout ce qui est produit de combustion incomplète, fumée de cigarette, barbecue, les volcans, et c'est tout ce qui est activité d'origine humaine également. Molécules potentiellement cancérigènes pour certaines, lipophiles, qui vont se bioaccumuler, s'accumuler dans les tissus adipeux, tissus gras, qu'on détecte également dans le milieu marin, dans les sédiments, dans tous les aliments, en tout cas on les recherche. Polychlorobiphényle, des composés halogénés, chlorés, qu'on utilisait comme dans les condensateurs, les transformateurs, comme isolant thermique, interdit depuis les années 80, qu'on détecte toujours. Voilà, ce sont des molécules persistantes, des polluants organiques persistants. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup des PFAS, les polyfluoroalkylés, et les perfluoroalkylés, c'est vos plaques Tefal, tout simplement, qui sont toujours autorisées. Mais ces composés hydrofuges ont été largement utilisés dans les emballages alimentaires pour éviter justement que les graisses ne traversent les papiers, voilà, pour pas vous tacher. C'est ce qu'on utilisait également sur les skis. On fartait les skis pour que ça glisse davantage sur la glace, sur la neige. Donc ces PFAS se retrouvent dans l'environnement et on a plein de travaux de recherche du coup qui démarrent là-dessus, sur ces sujets-là. Et sans surprise, tout ce qui est pesticides, puisqu'on réautorise de façon temporaire, mais depuis plusieurs années,
l'utilisation de pesticides pour préserver ou sauvegarder l'économie de la culture de la betterave dans le nord de la France. Voilà. Pour une fois qu'on a quelque chose qui marche, on réautorise comme ça, alors que dans le reste de l'Europe c'est interdit, mais en France on réautorise temporairement l'utilisation de certains pesticides. Et puis sans surprise, des médicaments à usage humain, médicaments à usage vétérinaire, où on est capable, où les chercheurs sont capables en tout cas de doser dans l'environnement marin du paracétamol, de la caféine, des anti-inflammatoires, des antidépresseurs, des hormones de synthèse. Voilà. Pourquoi ? C'est simple. Ce soir, vous allez avoir mal à la tête après ma conférence. Vous allez prendre un peu de paracétamol. Une partie de ce paracétamol va être dégradée par votre organisme, mais il y a une autre partie que vous allez éliminer par voie urinaire, dans vos toilettes. Les toilettes, ça passe dans les stations d'épuration, qui sont essentiellement faites pour dégrader la matière organique. Et il y a une petite partie de tous ces médicaments que nous utilisons au quotidien, qui passent à travers les stations d'épuration. Et de ces eaux dépolluées, une partie repart directement à la mer et on retrouve ces contaminants, on retrouve ces médicaments dans le milieu marin et dans tous les organismes qui vivent dans le milieu marin. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît déjà, qu'on savait déjà depuis plusieurs années, mais il y a un document, un article qui vient de sortir de l'IFREMER, Emergency, qui relate un certain nombre, je ne sais plus combien exactement, de molécules, de pesticides, de médicaments qui sont maintenant détectés dans le milieu marin en Bretagne ou tout le long du littoral atlantique. Micro et nanoplastiques, vous connaissez, bactéries fécales, norovirus. Là, vous avez un cocktail, c'est tous les ans les vacances, afflux de touristes, vous remettez un petit peu de pluie par-dessus tout ça, et vos stations de relevage, elles débordent, et Escherichia coli se retrouve directement à la mer. Qui c'est qui travaille sur le milieu côtier ? Ce sont les ostréiculteurs qui après manifestent sur le pont Leroy parce qu'ils ne peuvent plus commercialiser ou vendre leurs huîtres qui sont contaminées par les Escherichia coli ou les norovirus. Pollution sonore et pollution lumineuse, ça fait aussi partie des pollutions du milieu marin. Il y a énormément de bruit dans l'eau, on a beaucoup d'activités, le trafic maritime, le déplacement des navires, le battage des pieux dans les ports, les engins de pêche. Voilà, il y a beaucoup de bruit et ça perturbe l'écolocalisation des mammifères, des cétacés, le regroupement des espèces entre elles, la recherche de proies, donc ça perturbe quand même le comportement des animaux. Et puis pollution lumineuse, même si dans certaines villes on réduit la lumière, la nuit, il y a quand même des bords de mer qui sont toujours éclairés et qui vont perturber aussi, par exemple, les tortues quand elles viennent d'éclore, de sortir de leurs œufs plutôt, les tortues vont chercher la lumière de la Lune pour savoir où est la mer et s'orienter avec cette luminosité. S'il y a une lumière artificielle, les tortues vont être perturbées et ne pas retrouver le milieu naturel. Et puis, une espèce de petit cocktail d'un petit peu de tout, des hydrocarbures. On a parlé récemment de nappes, d'échappements de pétrole, probablement de l'Erika. Voilà, ça remonte de temps en temps un petit peu à la surface. Il y en aurait encore un petit peu de pétrole de l'Erika au fond de l'eau. Une épave au Finistère Nord, le Tagno, qui libère de temps en temps aussi un petit peu de pétrole. Et puis vous multipliez ça par le nombre d'épaves de la Seconde Guerre mondiale sur toute la façade atlantique. Ça vous donne une petite idée du potentiel source d'hydrocarbures. Si jamais on manque de pétrole, on pourra toujours aller en chercher au fond de l'eau. Et puis probablement aussi des choses qu'on a balancées dans l'eau parce qu'à l'époque, ça ne se voyait pas et que c'était pas plus mal de le faire. Probablement des munitions, des munitions périmées, des choses qui contiennent probablement énormément de métaux, mais peut-être qu'il y a eu aussi des armes, voilà, on n'avait pas forcément envie de savoir ce qu'il y avait dedans, donc on a préféré tout balancer à la mer. Des fûts radioactifs, dans les années 70, on a balancé des fûts en plomb avec des déchets radioactifs et l'IFREMER est actuellement en train de rechercher ces zones, voir un petit peu comment ces fûts en plomb ont résisté après 60 ans de corrosion. Et voir un petit peu comment l'environnement s'est adapté à ces zones contaminées. Et puis il y a aussi tous les containers qui régulièrement tombent à l'eau et qui contiennent on sait pas quoi, parce qu'on sait pas on est incapable de tracer le contenu de ces containers. Voilà un petit peu
va dire, la qualité chimique du milieu marin. Donc les aires marines protégées, c'est bien, mais ça ne suffit pas non plus à limiter l'artificialisation du littoral. On cherche tous à habiter au bord de la mer. 10% de la population vit à moins de 10 km de la mer, c'est énorme. Vous avez une population en Bretagne qui augmente de 0,6% par an, enfin en tout cas qui est une croissance double par rapport à la moyenne nationale, parce qu'on veut tous vivre en Bretagne, parce qu'il fait bon vivre au bord de la mer. Donc vous avez, en dehors de la métropole de Rennes, tout le littoral sud-breton, avec ici en rouge l'augmentation de la population. Vannes, Lorient, Concarneau, Brest, Saint-Brieuc, Saint-Malo. Voilà, on veut tous être au plus près pour pouvoir profiter des services rendus par ces écosystèmes, profiter de la plaisance, la pêche, de tous ces loisirs. Donc on artificialise, on construit. Si on pouvait construire sur l'eau comme à Monaco, on le ferait. Donc ces aires marines protégées ne suffisent pas à limiter l'artificialisation, ça ne suffit pas non plus à limiter la prolifération des espèces non indigènes. Je vous cite un petit peu tous les facteurs à l'origine de l'érosion de la biodiversité qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ces aires marines protégées ne vont pas servir à limiter la prolifération de toutes ces espèces qui sont observées par les plongeurs sous-marins de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la FFESSM, donc dans le cadre d'un programme de recherche participative qu'on a lancé en 2021, Alien Grand Ouest, et donc qui a pour but de refaire l'inventaire, d'une mise à jour de la présence de ces espèces non indigènes sur le littoral Bretagne et Pays de Loire. Et comme vous pouvez le voir, tous les sites, tout le littoral est potentiellement impacté par ces espèces invasives. Donc ce sont on a parlé tout à l'heure, les sargasses japonaises, les huîtres, les crépidules, voilà, il y a plein les wakame, etc. Et il y en a une en particulier que je voudrais vous présenter, puisqu'on a la chance, entre guillemets, de la voir par chez nous, c'est une éponge chinoise. Voilà, donc la Celtodorix Sucalyptoides, qui a été découverte dans les années 90 par Annie Girard, qui a été rebaptisée ensuite par Thierry Pérez de la station marine d'Andoum comme une espèce chinoise invasive, Celtodorix eucalyptoides. Une éponge qui est ici, présente, qui recouvre véritablement toutes les surfaces du milieu rocheux, qui prend la place de toutes les espèces locales. Et une espèce qui a probablement été introduite accidentellement dans les années 70. Quand on a fait quoi? Quand on a introduit l'huître creuse japonaise, sans le savoir, sans faire exprès, on a aussi introduit cette éponge chinoise, on a aussi introduit la sargasse. Voilà. Et ces espèces ont mis 20, 30 ans pour s'installer, s'établir et se mettre à proliférer. Et aujourd'hui, ces espèces étaient plutôt localisées au niveau des sites où on faisait de l'ostréiculture, donc plutôt dans le golfe du Morbihan et puis Ria d'Etel. Et puis aujourd'hui, on la trouve un petit peu partout, dans l'Île-Dieu, Quiberon, Guilvinec, dans les Abers, du côté de Tréberdin, du côté ici d'Erquy, voilà, et probablement sur d'autres sites, puisque je sais qu'elle est présente à la sortie de la rade de Lorient aussi sur certaines épaves. Donc pareil, une espèce qui se plaît bien et puis qui a un petit peu cette particularité, si vous plongez en Ria d'Etel, elle va former des espèces de coussinets. Voilà, on la retrouve au fond dans le lit de la Ria, et à chaque mouvement de marée, avec le flot et le jusant, ces espèces de boules d'éponges invasives roulent sur le fond et se disséminent probablement, ou assurent la dissémination de quelques fragments qui assurent la propagation, on appelle ça des propagules, et qui assurent la dissémination de l'espèce comme ça dans le milieu. Alors au laboratoire, Nathalie Bourgognon avait travaillé il y a quelques années sur cette éponge qui a cette particularité de produire une espèce de mucus, un polysaccharide très très abondant, polysaccharide qui avait présenté des activités antivirales. Nous, on a montré que ce même polysaccharide présentait des activités probiofilms, c'est-à-dire avait tendance à faciliter la survie de certaines bactéries comme Escherichia coli, ce qui peut poser quelques problèmes pour les ostréiculteurs, par exemple. Et puis surtout que cette éponge filtre l'eau
mais elle bioaccumule aussi un certain nombre de contaminants, contaminants chimiques que je vous ai présentés tout à l'heure. Et en se dispersant, probablement qu'elle disperse aussi ces contaminants. Lorsque l'éponge finit par se dégrader, elle libère tous les contaminants, l'aluminium, le plomb, le cuivre, le zinc, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si ces aires marines protégées, si cette restauration passive ne fonctionne pas? Peut-être qu'on peut agir au niveau portuaire, voilà, où je voulais vous emmener. Peut-être que c'est à cet endroit-là qu'on peut faire quelque chose. Pourquoi? Parce que ces habitats portuaires sont déjà des milieux anthropisés, artificialisés, mais sont surtout les réceptacles de toute la contamination que je vous ai montrée. Et donc, plutôt que d'agir sur les espaces naturels, ce serait peut-être plutôt au niveau portuaire, les portes d'entrée ou de sortie de cette contamination, avant que ça aille dans le milieu naturel. C'est peut-être là qu'il faudrait agir pour essayer de limiter cette pollution chimique et limiter la prolifération de ces espèces invasives. Sans compter que les milieux portuaires, ce sont des milieux semi-fermés, protégés, mais interagissent quand même avec les habitats naturels et puis avec d'autres habitats artificiels, avec d'autres ports. Donc c'est voilà, une zone de passage qui mérite peut-être un petit peu plus d'intérêt ou d'attention. Donc que ce soit des ports de plaisance, des ports de pêche, des ports de commerce, des ports militaires. Voilà, juste une petite cartographie pour vous montrer. Alors l'UBS à Lorient est ici. Vous avez donc Lorient, la ville aux 5 ou 6 ports, ça dépend si on tient compte du port à sec. Mais vous avez, allez, on va partir de l'Observatoire du plancton, Port-Louis, Locmiquélic, le port militaire, le port, où est-ce que je suis, le port de plaisance, le port de commerce, le port de pêche, la base de sous-marins. Vous avez Kernevel, l'Armor-Plage, vous avez l'Anse du Stol, Perello, Caroc, etc. Après, on va dans le Finistère. Mais c'est juste pour vous montrer que rien quand on parle de port ou d'infrastructure portuaire avec une digue, un mouillage, un corps mort, voilà, on a déjà artificialisé le milieu naturel. Mais vous voyez que rien que sur ce littoral de 35 km, on a pas moins de 19 infrastructures artificielles. Donc pratiquement tous les 2 km, on a du béton, avec un mouillage, au minimum un mouillage, un port, une digue, un bateau. Et que ces ports sont en directe interaction avec des espaces naturels protégés, des zones Natura 2000, que ce soit la Pointe du Talus, Groix ou les grands sites de France comme de Gavre à Quiberon. Donc voilà, c'est intéressant de travailler sur ce milieu portuaire. Ces milieux portuaires qui ont quand même des caractéristiques, un hydrodynamisme qui est réduit, donc il y a peu de courant, c'est pour protéger les navires. Donc la température, la salinité va être modifiée, va être en tout cas très différente d'un milieu naturel. Il va y avoir beaucoup de problématiques liées à l'envasement, donc des boues qui vont s'accumuler dans les ports qu'il va falloir draguer. Mais des bouts de dragage qui sont justement chargés en éléments traces métalliques et qu'il va falloir, alors pendant longtemps on les clapait en mer, on les rejetait au large de Groix, mais qu'il va falloir maintenant traiter à terre et stocker à terre, donc avec des impacts aussi sur le foncier, pour trouver ces zones pour stocker toutes ces boues. Dans le milieu portuaire, on a de nombreux substrats artificiels, que ce soit les mols, les digues, les quais, tout ça c'est en béton, mais c'est un béton finalement qui est absolument pas biocompatible. Voilà, c'est un béton qui est à pH 12, ce sont des bétons, des structures lisses, verticales, homogènes, et en tout cas un port n'a pas été construit pour faciliter l'accroche de la vie. Là-dessus, vous rajoutez tout ce qui est matériaux plastiques, aluminium, les coques de navires en composite. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les ports qui sont les réceptacles un petit peu de toute notre activité, donc les réceptacles de toute la contamination. Vous rajoutez là-dessus les peintures anti-fouling, les anodes sacrificielles en zinc, les eaux usées, les eaux grises, les eaux noires, les hydrocarbures qui tombent de temps en temps à l'eau, une turbidité un petit peu particulière. Voilà, on a un milieu semi-fermé, mais on a quand même une biodiversité. On a quand même quelque chose qui est assez extraordinaire, une biodiversité qui est particulière, avec moins d'espèces d'indigènes et plus d'espèces exotiques. Je vous montre une petite vidéo prise à Etel, pour vous montrer un petit peu. Alors Etel, c'est relativement ouvert, donc c'est très très riche. C'est un site de plongée qui est vraiment très très prisé, mais
y compris dans le port, avec une simple GoPro, vous pouvez voir sous les pontons toute la biodiversité qui se développe, d'éponges, de métridium, d'anémones, d'ophiures, d'acidies. Voilà, il y a énormément de vie, mais parfois aussi des espèces exotiques, des botryllus, probablement originaires de Californie, des didymnum. On a de la vie, on a des poissons, on a des acidies, on a des espèces qui profitent, des espèces dites sciaphiles, c'est-à-dire qui vont se développer à l'ombre. Et puis on a même, je crois, une petite crevette qui est ici, que j'ai filmée vraiment par hasard. Donc il y a quand même une vie assez intéressante et qui mérite qu'on s'y intéresse. Et donc faire de la restauration, alors du milieu portuaire, non. Ça ne veut rien dire, faire de la restauration écologique du milieu portuaire. On ne va pas remettre le milieu dans son état d'origine, dans un milieu naturel. Par contre, on peut peut-être utiliser les infrastructures portuaires pour en faire un outil, un lieu de recherche, pour remettre le milieu naturel environnant dans un état un petit peu plus acceptable, en tout cas de meilleure qualité. Donc c'est pour ça que certains, plutôt que de parler de restauration en milieu portuaire, parlent plutôt de réhabilitation. On va donner une ou des fonctions dégradées au milieu portuaire en créant des habitats pour les espèces juvéniles à l'intérieur du port. Voilà. Et puis moi, je vous parle plutôt de restauration en milieu portuaire, où on va essayer plutôt de faire de la bioremédiation, c'est-à-dire utiliser des espèces qui vont bioaccumuler les contaminants pour éviter que ceux-ci se retrouvent sur les espaces côtiers naturels. Et on va faire aussi de l'adulte biologique vis-à-vis de ces espèces non indigènes pour éviter que ces espèces exotiques se propagent, prolifèrent et aillent contaminer les espaces naturels qui étaient jusqu'à présent préservés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Alors, c'était un petit peu par hasard, mais on a développé des petits récifs artificiels. Donc, c'est ici au port Aliguin. On a démarré en 2019. On a installé ces infrastructures en béton sur le môle, sur la digue, qui était elle-même en béton, mais des bétons un petit peu différents, des bétons un petit peu modifiés, à pH en tout cas biocompatibles. Et effectivement, en l'espace de quelques années, une petite biodiversité a pu s'installer, des fucus notamment ont pu se développer. On a des algues vertes, forcément. Et puis surtout, des choses assez intéressantes, c'est que même autour de ces infrastructures béton, il y a de la vie qui a commencé à s'installer aussi. Comme s'il y avait un effet positif autour de ces infrastructures béton et non plus sur les infrastructures elles-mêmes. Et puis de part et d'autre, on a ce qu'on appelle des petites cuvettes intertidales. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà, alors, pour vous montrer un petit peu à l'intérieur de ces petites cuvettes, comment la biodiversité... Donc ce sont des structures en béton 3D. On est capable de faire des récifs comme ça par impression 3D. Et à marée haute, ça se remplit d'eau. À marée basse, ça conserve l'eau. Et la vie va s'installer au fur et à mesure. Donc au tout début qu'on installe, il y a peu de vie, il y a peu de colonisation. Donc ça reste quelques petits annélides. Et puis voilà, en quelques années, on a toute une faune sous-marine avec des clavelines, des acidies. Il y a toute une faune marine qui s'installe et qui prend sa place et qui va apporter une fonction finalement supplémentaire à ce milieu portuaire. Voilà, des crevettes. Voilà. Alors dès qu'on filme, il y a des crevettes. Je ne sais pas pourquoi elles sont toujours intéressées par la caméra. Des botryllus, donc probablement nos espèces exotiques de Californie. Voilà, toujours des crevettes. Alors ça s'envase un petit peu. Alors chaque fois que les crevettes bougent, forcément ça remet un petit peu de vase en suspension. Mais voilà, une autre acidie, mais malheureusement une acidie japonaise, Stiella clava. Et par contre un paquet de crevettes qui aiment bien qu'on les filme. Allez, je passe parce que le temps file. Mais pour vous montrer, ok, les récifs artificiels en béton, ça peut recréer de la vie en milieu portuaire, ça peut être vraiment quelque chose de très très intéressant. Mais je vous ai montré quand même au moins 2 espèces exotiques envahissantes qui se développaient sur nos récifs artificiels en béton. Alors du coup, l'objectif n'est pas atteint. Si c'est pour que ces récifs servent de support, de refuge aux espèces exotiques qui ont un impact sur la biodiversité, ça ne marche pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que
ces matériaux, béton ou autres, vont se coloniser, vont avoir un impact sur le processus de formation du biofilm, donc ces premières couches de bactéries, de microalgues qui vont coloniser les supports, et que ce biofilm, par le biais de la sécrétion de molécules naturelles, ce biofilm va lui-même influencer le recrutement de macro-espèces, d'organismes marins, de macroalgues, etc. Et donc, si on maîtrise quelque part ce support ou ce biofilm, eh ben, on est capable éventuellement de maîtriser derrière tout le processus de colonisation par les macro-organismes. Et pourquoi pas, c'est privilégier les espèces indigènes plutôt que des espèces exotiques. Donc tout ça, il faut du temps pour que ces espèces se développent. Et puis, il faut surtout aussi avoir un milieu qui ne soit pas trop contaminé, parce que ce milieu contaminé va affaiblir la biodiversité, les espèces locales, et plutôt faciliter l'installation des espèces exotiques. Donc actuellement, notre réflexion, elle en est là. L'objectif, c'est d'agir. Alors, cette diapo est importante, hein, agir sur les propriétés des matériaux, de ces récifs qu'on voudrait installer en milieu portuaire, pour orienter la formation de ce biofilm positif et sélectif, c'est-à-dire ces couches de bactéries, de microalgues qui vont se développer tout de suite sur les supports, mais un biofilm choisi, réfléchi, pour qu'il oriente sélectivement le recrutement à la surface de ces supports des espèces locales, indigènes, qui vont avoir une fonction de filtration ou de lutte vis-à-vis des espèces exotiques envahissantes. Voilà, c'est ça l'idée. Mais tout ça, ça marche par le biais de molécules chimiques. C'est vraiment la chimie qui contrôle, qui régule. Ce sont ces signaux chimiques qui vont indiquer, qui vont faciliter ou pas le recrutement des larves et l'adhésion des organismes marins. C'est un petit peu comme les coccinelles qui vont reconnaître un arbre sur lequel il y a des pucerons. Voilà, ça passe par le biais de molécules, d'allomones, de chéromones plus exactement, qui vont faciliter la reconnaissance des proies par les coccinelles. Donc aujourd'hui, on en est où au laboratoire? On teste différents matériaux et on regarde vis-à-vis de ce biofilm bactérien ou microalgal comment ce matériau, quel est l'impact de ce matériau sur la formation du biofilm, sur l'épaisseur de ce biofilm bactérien, avec des matériaux autres que le béton. Voilà, on va s'intéresser un petit peu à des bioplastiques, alors pétro ou biosourcés, mais peut-être biodégradables aussi. C'est peut-être une autre vision, mais plutôt que d'avoir des récifs en béton qui durent dans le temps, pourquoi pas avoir des récifs artificiels qui se biodégradent et qui laissent finalement l'écosystème se restaurer par lui-même, et donc un support qui sert simplement d'accroche, premières étapes. Et donc on teste différents matériaux. On immerge différents matériaux et on laisse dans le temps voir un petit peu comment ces matériaux sont colonisés pour savoir quels sont les macro-organismes qui vont derrière se développer et voir si on a des algues, des éponges, des gorgones qui se développent sur ces matériaux, voir si on a réussi ou pas à orienter un petit peu la formation du biofilm vers le recrutement d'espèces locales. Et parmi nos différents matériaux composites, on a effectivement des matériaux qui auraient une certaine sélectivité vis-à-vis de certains organismes, des bryozoaires, contrairement à certains matériaux en béton qui n'ont pas ces propriétés-là. Donc il y a quelque chose à creuser. Voilà des matériaux, ces petites plaques qu'on immerge et qu'on regarde au bout d'un an, regarde un petit peu toute la biodiversité qui se développe à cette surface. Donc tout ça, c'est des choses qu'on sait faire ou qui sont en cours. Le seul point qu'on n'arrive pas à développer actuellement, c'est de connaître justement toutes ces molécules de communication qui sont produites par ce biofilm microbien et toutes ces molécules de communication qui vont aller chercher les larves ou les spores d'algues pour les recruter et les faire venir se fixer sur les supports. Alors si on n'arrive pas à trouver ces molécules de communication, on peut peut-être forcer un petit peu la main et donc trouver les organismes derrière qui auront un intérêt à être greffés ou transplantés sur nos supports. Donc ces modèles, on en a déjà au laboratoire. On a une espèce de spongiaire en particulier, Hymeniacidium perlevis, qui est connue un petit peu à travers le monde pour justement ses propriétés bioaccumulatrices, donc de filtration et d'accumulation d'éléments traces métalliques, de plomb notamment. Une éponge qui est également capable de se nourrir de bactéries comme Escherichia coli.
donc qui est potentiellement intéressante pour les ostréiculteurs pour essayer de limiter un petit peu ces charges de contamination bactérienne. Donc on a des modèles in vitro qui fonctionnent bien en laboratoire. On a d'autres modèles d'organismes marins qui sont connus pour avoir des activités anti-espèces exotiques envahissantes, notamment donc des espèces locales qui pourraient avoir des activités toxiques vis-à-vis de notre éponge chinoise, voilà, pour essayer de contrôler la prolifération de cette espèce. Donc ça, on est capable de le démontrer en laboratoire avec des activités toxiques. Le seul truc vraiment qu'on n'arrive pas à développer, et ça depuis que j'ai démarré, c'est la culture des éponges. Voilà, les cultures des éponges sur nos supports, qu'ils soient en béton ou qu'ils soient en composite, c'est le seul point de blocage actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à greffer ces éponges filtreuses bioaccumulatrices sur nos supports. Et pourtant, on a essayé en milieu portuaire, à différentes profondeurs, sur différents supports, suspendus, accrochés. On a essayé dans des bassins submersibles avec des partenaires ostréiculteurs. On a essayé de développer la culture en milieu ostréicole, donc dans des poches à huîtres, pour essayer de respecter un petit peu le fonctionnement, le mode de travail des ostréiculteurs. On a testé différents supports artificiels, naturels. Voilà, on n'a jamais réussi à avoir des résultats au-delà d'une année. Donc les éponges survivaient mais finissaient par mourir. Mais c'était mal me connaître. Et je vous montre juste une photo que j'ai prise le mois dernier. Voilà, avril 2026, sur un récif artificiel qu'un collègue Arnaud Perrault de l'IRDL a conçu par impression 3D. Qu'on a installé chez un ostréiculteur sur sa concession qui avait l'avantage d'avoir énormément d'éponges Hyméniacidium perlevis connues pour ses propriétés de filtration. Donc on a laissé notre récif pendant un an se laisser coloniser voilà, de façon passive par cette éponge. Et a priori, au bout d'un an et un mois, on a enfin un tout petit morceau d'éponge qui réussit à se développer sur notre récif. L'idée, ce serait de pouvoir, plutôt que de recruter difficilement nos larves d'éponges avec nos biofilms positifs, l'idée, ce serait peut-être tout simplement de faire de la transplantation maintenant de nos éponges d'un site naturel, en Locoal-Mandon, vers un site à la Trinité-sur-Mer, par exemple, où on a déjà nos récifs installés, mais faire de la transplantation d'éponges pour avoir, voilà, apporter une espèce qui existe déjà naturellement dans le milieu portuaire. Elle est déjà présente à la Trinité-sur-Mer, mais en très très faible quantité. Et l'idée, ce serait de pouvoir de développer cette culture d'éponge, cette transplantation, pour essayer de décontaminer le milieu marin en milieu portuaire, pour éviter ses effets sur le milieu naturel. Donc l'idée, c'est d'avoir ces éponges bioremédiatrices, d'avoir des éponges qui soient capables d'agir contre ces espèces exotiques envahissantes. Et puis à terme, c'est de valoriser aussi cette biomasse qui se développe sur ces récifs artificiels, plutôt que d'aller chercher des organismes marins dans leur milieu naturel pour exploiter leurs propriétés chimiques. Et j'ai presque terminé, je vous rassure. Et donc la place du citoyen dans cette histoire, dans ce socio-écosystème, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quoi? La restauration écologique portuaire, vous avez vu potentiellement, ça peut marcher, ça prend du temps, ça nécessite un suivi régulier des scientifiques, mais pour que ça marche, il faudrait faire ça sur tout le littoral. Vous avez vu un port tous les 2 km, donc imaginez la quantité de suivi et de travaux qu'il faudrait faire pour qu'on puisse avoir vraiment un impact sur le milieu naturel. Et puis en plus, il faudrait regarder sur le milieu naturel si le fait d'introduire ces récifs artificiels en milieu portuaire a changé quelque chose ou pas, pour pouvoir mesurer l'impact de nos travaux. Et ça, on peut pas le faire. À 10 ou 12 dans une équipe de labo, et encore, on ne peut pas le faire. Par contre, les citoyens, eux, peuvent le faire. Et c'est pour ça que je pense que la restauration écologique dite participative, qui fait appel aux citoyens, justement aux observations des citoyens, pourrait être une aide précieuse pour les scientifiques, pour réaliser ces suivis, pour aussi apprendre un certain nombre de choses, comme ce que je suis en train de vous apprendre ce soir, sur ces espèces exotiques envahissantes finalement. Donc il y aurait une espèce de partenariat, une participation des citoyens, mais aussi une prise de
voilà, un gain en termes de connaissances, un gain en termes on parle de capacitation, voilà, une espèce d'autonomie des citoyens pour aussi être capables de changer leur comportement, leurs pratiques au quotidien, avec des prises de position et des décisions dites éco-centrées. Donc, suivre un petit peu la colonisation qui se fait en milieu portuaire, c'est des choses qui existent déjà, il y a déjà des suivis qu'on peut faire avec des étudiants ou dans le cadre des mois de la biodiversité et du développement durable avec l'Orient Agglomération ou régulièrement avec des lycéens. On va se promener et on regarde, voilà, on s'allonge sur les pontons pour regarder toute la biodiversité qu'il y a sous les pontons. Et cette biodiversité, il suffit entre guillemets de la répertorier dans des bases de données comme e-naturaliste et ça vous permet d'avoir un inventaire de toute la faune et la flore de la biodiversité portuaire dans le Morbihan. Par exemple. Il y a un autre projet au niveau national qui existe également. Donc ça, c'est pour tout ce qui est intra-portuaire. Et puis pour tout ce qui est hors portuaire, eh bien, il y a tous ces fameux réseaux de sciences participatives, les réseaux aliens, pour faire les inventaires, les suivis faune-flore de tous les milieux naturels. Tout ça, ça ne marcherait pas si on n'avait pas aussi des subventions, des aides financières pour faire notre restauration, alors écologique, économique, notre restauration économique comme vous voulez. Mais voilà, on a la chance d'avoir un président qui a lancé une chaire QCI, donc sur la qualité, la sécurité, l'environnement et les activités en milieu maritime, l'UBS. Et parmi les thématiques de cette chaire, il y a justement la restauration écologique en milieu portuaire. Donc il y a aussi une possibilité avec la fondation UBS de pouvoir lever des fonds pour accompagner cette transition écologique portuaire. Et il faut aussi, mais bon, je crois que j'ai un droit de réserve en tant que fonctionnaire, c'est ça, je ne peux pas dire tout ce que je veux. Il y a aussi une espèce de restauration de courage politique qui fait aussi que ça bloque un petit peu, notamment vis-à-vis de ces aires marines protégées qui ne sont pas protégées, au point qu'on est obligé de créer des zones de protection fortes. Enfin, je ne sais pas ce qu'on imaginera après pour faire encore plus fort que les zones de protection fortes. Et les zones d'artificialisation nette, voilà, qu'il faudrait aussi, sur lesquelles on s'est assis tout simplement. Quoi. Allez, en conclusion, voilà, donc la restauration écologique portuaire va au-delà de la simple atténuation des pressions anthropogéniques que je vous ai montrées. C'est pas uniquement de la bioremédiation ou de la lutte vis-à-vis des espèces exotiques. Cette restauration écologique va aussi, cherche en tout cas à créer un écosystème, alors moi je l'appelle comme ça, écosystème scientifique, un tiers-lieu, un lieu de rencontre entre scientifiques, chercheurs, entre citoyens, plaisanciers, gestionnaires. Voilà. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en milieu portuaire pour créer une vraie dynamique. Ça nécessite du temps, de comprendre un petit peu toutes ces interactions chimiques qui sont à la base des processus de colonisation des récifs. Il faut pour ça, donc les citoyens soient impliqués, participent pour accepter toutes ces transformations et ces changements d'usage. Mais en tout cas, voilà, c'est un excellent tiers-lieu, peut-être un lieu d'enseignement aussi, tout simplement, en milieu portuaire. Et pour paraphraser un peu ce que disait Eric Foulquier, donc il y a un MOOC en ligne qui est très intéressant donc pour réussir donc une pleine écologisation portuaire. Voilà, je termine juste sur cette diapo. Je vous remercie pour votre attention. Diapo qui n'est pas choisi au hasard, qui vous montre un champ d'éoliennes, donc une structure artificielle avec des pieux ou des flotteurs en béton qui vont probablement se faire coloniser. Par qui, par quoi? Probablement des espèces exotiques envahissantes. Mais une zone artificielle qui interagit aussi avec le milieu portuaire où seront construites ces éoliennes et puis les espaces naturels, Natura 2000, qui sont à proximité. Voilà. Donc l'histoire continue probablement. J'en ai terminé, merci beaucoup. Merci Pierre. Bon, j'imagine que vous avez plein de questions. Et je sais même qui va en poser. Bah voilà. J'avais parié. Je trouve forte. Merci à vous.
félicitations pour votre implication dans ce sujet. Moi, je suis très heureux de voir aussi des étudiants quand même là. Et là, là, vous êtes vraiment le bon prof et la bonne personne. Et les jeunes, je vous engage vraiment à aller au boulot. Donc, moi, je voudrais vous poser la question tout de suite. Je suis très intéressé, j'étais ancien mécano dans la marine, donc je suis très intéressé pour aller poser ces blocs en 3D dans les ports. Et je voulais vous poser une question très pratique. Ils sont fixés sur des goujons dans le béton, mais ils sont fixés à la main, donc serrés à la main, oui, pour éviter les vibrations, parce que j'imagine qu'ils sont greffés. Alors, ils sont vissés simplement, oui. D'accord. Donc, dans le béton, c'est percé ou c'est moulé 3D, et donc ça c'est simplement serré à la main, oui. Ceux-là sont tout légers, hein. C'est des petits, j'en ai pas ramené, mais c'est des petits blocs en béton de 50-60 cm de large. Les premiers, par contre, à Port Aliguin, étaient beaucoup plus lourds. Voilà, là, on a profité de la rénovation, et pas la restauration, mais la rénovation du port Aliguin pour qu'il y ait les infrastructures portières pour installer ces panneaux qui sont beaucoup plus lourds. Mais alors, installer des récifs artificiels en milieu portuaire, on ne peut pas faire ça n'importe où. Ouais, voilà. Donc c'est lourd, ça prend du poids. Faut pas, si c'est pour que ça tombe sur les gens, parce que les gens regardent de près, tripotent les trucs, parce qu'ils sont curieux. Voilà, donc il faut faire attention où on les met et comment on les fixe. Voilà, donc pour l'instant, on y va prudemment. Sans compter que ça se remplit d'eau, donc ça, voilà. Donc vous voyez, il y a une espèce de petite semelle en béton qui permet de retenir une partie. Il y en a 6 en tout, là il y en a que 3, mais il faut qu'on améliore encore notre système. Ouais. Et alors, donc, pour la fabrication de ces pièces là, donc ça nécessite un appareillage spécifique 3D onéreux ou? Alors là, je sais pas. Oui, parce que le système est tombé en panne, donc je crois qu'il en avait pour 10 000 €, oui, pour sa tête de pompe, pour faire l'impression 3D. Oui. Oui. Bon, mais donc là, il faut vraiment intéresser la population à ça, oui. Alors on a quand même au parc de Soie toute une plateforme d'impression 3D. Alors pas forcément que sur du béton, mais voilà, on a aussi tout le matériel. Oui. Parc de Soie à Plomeur. Ouais. Très bien. Alors là, j'avais une autre question très pratique. C'est les bassins de décantation qui sont ouverts à tous les volatiles, les bassins de décantation des décharges. Ouais. Et là, il me semble quand même qu'il y a quelque chose à faire. C'est simple, c'est très simple de mettre des filets, parce que si vous allez visiter tous ces bassins, bon, bien sûr, c'est grillagé, on ne peut pas y aller, mais les oiseaux, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, ils migrent, et donc, ils passent, en fait. Donc, il y en a beaucoup qui crèvent là-dedans, mais il y en a aussi beaucoup qui repartent et donc qui vont poser ailleurs, dans des endroits qui ne seraient peut-être pas pollués. Enfin, et donc, la pose de filet, il me semble que ça serait le minimum, quoi. Plutôt que de faire en dessous des... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ça encore, les nouveaux champs de panneaux photovoltaïques avec des filets pour y mettre soit des animaux, des volatiles en élevage. Donc là, il y a de l'argent pour faire des filets, vous voyez ce que je veux dire ? Je connais pas trop ce... Ouais, non, mais ça c'est en cours. Hein. Et puis alors la question sur les éoliennes, quel est votre avis à votre avis, donc le péage du béton, il faut donc parce que là c'est vrai, c'est en mouvement cette histoire. On est en plein dedans. Donc il y a un champ d'éoliennes flottantes qui a démarré ou qui va démarrer au large de Groix-Belle-Île. Bon, après on peut être pour ou contre les éoliennes ou après est-ce qu'on est pour ou contre les centrales nucléaires en Bretagne ? Voilà, Moi, le seul truc qui m'embête en tant que scientifique, c'est qu'il n'y ait pas eu au moins un prototype pour voir un petit peu comment ça allait fonctionner et comment ça allait réagir avant de se lancer tout de suite vers un champ. Voilà, c'est le seul truc qui me gêne. Oui. L'autre truc qui m'embête aussi, c'est qu'on n'aura pas forcément accès aux éoliennes. Ça reste des concessions. Et pour y accéder, il faut des autorisations. On ne pourra pas, à la différence d'un milieu portuaire où tous les citoyens sont invités à participer justement à ces travaux de recherche, sur un parc éolien, on ne pourra peut-être pas s'y rendre facilement pour observer, et puis on ne pourra pas plonger par exemple, donc il faudra des systèmes de drones sous-marins pour photographier un petit peu la colonisation. C'est faisable.
Mais vu la distance en plus des parcs, on ne va pas s'amuser à faire ça tous les jours. Voilà. Donc il y aura des contraintes supplémentaires. Voilà. Très bien, merci. Il y a peut-être d'autres questions, j'espère. Une autre question? Ah, aussi, je complète, mais pourquoi les étudiants sont là? C'est parce que le jury n'a pas encore eu lieu. Donc ils sont potentiellement évalués ce soir. Ils sont en stage. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce qu'effectivement, les cours sont terminés. Mais. Ah bah. Alors, on ne les vend pas. Ah, peut-être, faudrait voir. Ouais. Bon, il faudra repasser. On va dire ça, Adélaïde. Alors, d'autres questions? Bon, tiens, hop, j'en avais une sinon. Bonsoir, moi j'ai travaillé un peu en tant que garde du littoral à Belle-Île-en-Mer et le port, plusieurs ports, voilà, Bretagne Sud, se sont lancés dans le protocole port propre. Est-ce que vous, dans votre laboratoire, vous avez intégré voilà ce système-là pour aiguiller justement les agents portuaires, pour aiguiller les plaisanciers? Alors il y a port propre, il y a port propre actif en biodiversité. Voilà, il y a plusieurs. Je ne sais pas exactement quels sont les critères pour obtenir ces labels. Pour moi, c'est plutôt en surface, quoi. C'est plutôt des changements de pratique. Mais après, en termes de biodiversité sous-marine, je ne crois pas qu'il y ait d'inventaire de biodiversité ou de suivi. Donc c'est des choses qu'on aimerait bien mettre en place, justement. Tous ces simples suivis qui consistent à se pencher sans faire tomber son téléphone portable dans l'eau pour regarder un petit peu tout ce qui pousse sous les pontons. Voilà, ça c'est des choses qu'on aimerait bien faire parce que c'est relativement accessible. Une photo, vous déposez ça sur un site. Demain, il y aura l'intelligence artificielle qui vous dira quelles sont les espèces qui se développent. Ça ira très très vite. Et ça, c'est des outils qu'on devrait mettre en place rapidement pour accompagner les gestionnaires portuaires dans cette transition justement écologique. Et puis avoir peut-être des zones à l'intérieur du port où il faudra être plus vigilant parce qu'il y a la station d'hydrocarbures à cet endroit-là. Telle autre partie, c'est le ponton visiteur, donc avec plus de bateaux qui viennent d'ailleurs, donc potentiellement vecteurs d'espèces exotiques envahissantes. Voilà, il y a peut-être des réflexions à avoir aussi sur la stratégie à l'intérieur du port sur ces suivis faune-flore. Ouais. Et est-ce que vous savez, parce qu'en tant que plaisancier, s'il y a des recherches actuellement pour empêcher justement le cuivre dans l'anti-fouling, pour travers d'autres solutions pour protéger les coques de bateaux le mieux, c'est comme vos dents, les brosser 3 fois par jour. Voilà. Donc il y a des systèmes de brossage, ouais, de coques de bateau, de récupération aussi de tout ce qu'on brosse pour éviter de remettre tout ça à l'eau, parce qu'il y a des espèces invasives. Des peintures anti-fouling sans cuivre, oui, il y en a. Après, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Après, il y a d'autres systèmes, je ne vais pas vous dire, mais bon, on met de moins en moins de cuivre dans les peintures anti-fouling. Donc certains rajoutent d'autres cochonneries qui proviennent de nos armoires à pharmacie pour avoir des activités antibiotiques, antibactériennes dans les peintures anti-fouling. Voilà, par exemple. Donc, non, le mieux, c'est le brossage. Après, il y a des systèmes de bâches, il y a différents systèmes, mais tout ça, ça va avoir aussi un coût. Donc c'est pour ça qu'il faut une acceptation sociétale. Il va falloir que demain, ça coûte un peu plus cher de brosser son bateau. Moi, je me souviens, étant petit, on faisait l'anti-fouling, on faisait ça sur la cale avec mon père à marée basse. Donc on avait 3 heures, 4 heures pour gratter, décaper, repeindre, et puis on marchait pieds nus sur les écailles de peinture anti-fouling, et puis après, à marée haute, c'était propre, et puis un autre bateau faisait la même chose le lendemain. Donc maintenant, il y a des cales... on appelle ça des cales de carénage, voilà, pour récupérer les peintures anti-fouling et traiter toutes ces peintures derrière. Donc, mais ça a un coût, je pense que c'est payant, et voilà, tous les ports ne sont pas équipés. Ouais. Oui, bonsoir. Oui. Moi, j'étais intéressé de savoir, est-ce que vous savez s'il y a un gros bénéfice écologique à avoir de l'éolien flottant plutôt que de l'éolien fixé avec des pieux Alors, bénéfice écologique, c'est-à-dire par rapport au fait que, justement, il n'y a pas de pieu qui est fixé jusqu'au sol. De bénéfices. Alors, bénéfice déjà écologique, bénéfice, il n'y en aura pas. Après,
Il y aura lequel a le moins d'impact, on va dire, plutôt, dans ce sens-là. Ouais, c'est dans ce sens-là. Alors, les flottants vont peut-être avoir cet effet récif, justement, donc créer de la vie. Voilà, tu me diras les pieux aussi. Sauf que les éoliens flottants, à la limite, je pense qu'on peut justement peut-être les enlever plus facilement qu'un pieu une fois installé, creusé, une fois qu'on a installé le... Je ne sais pas exactement quel serait le... Ok, parce que différence. moi aussi, j'ai une autre question par rapport au fait par rapport à cet effet récif. Est-ce que vous savez si c'est potentiellement mieux? Est-ce que ça a potentiellement des bénéfices sur la biodiversité qui peuvent passer au-dessus des pollutions chimiques, pollutions sonores liées au parc éolien? On peut dire que c'est la compensation. Voilà. Donc on sait que les éoliennes vont avoir un impact. Si c'est un effet positif en termes de récif, oui, voilà, ça peut être vendu tel quel, comme de la compensation. De toute façon, tout ce qu'on fait a forcément un impact. Maintenant, la problématique des éoliennes, bon, c'est peut-être pas le sujet de ce soir, mais c'est voilà, les éoliennes flottantes. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup sur le littoral déjà atlantique, en France. Donc on a très peu de recul. Il y a beaucoup de projets qui n'aboutissent pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne maîtrise pas bien le sujet des éoliennes, honnêtement. Mais il y a ce potentiel, cet effet récif potentiel des éoliennes flottantes. Il y a toute cette vie qui peut coloniser les pieux, qui peut apporter un bénéfice, probablement. Mais 10 contre 1, qu'il y aura forcément des espèces exotiques envahissantes qui vont se développer. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de chercher des revêtements ou des supports sur ces récifs artificiels pour essayer d'orienter justement le fouling pour avoir plus d'espèces indigènes plutôt que des espèces exotiques? Ok, merci. Ouais. Alors, merci pour cette conférence. Ma question est portée sur l'espèce d'éponge que vous utilisiez. Vous disiez donc que ça avait pour avantage de bien accumuler les polluants. Et alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien vu, mais il y avait aussi une potentielle réutilisation en biotechnologie des composés de l'éponge. Ma question, c'est comment on fait du coup pour séparer les biocomposés des polluants? Comment on sépare tout ce micmac? Alors, c'est des procédés d'extraction qui sont différents. Voilà, on peut séparer les métaux, les éléments traces métalliques, de toute la partie molécules organiques, avec toutes ces molécules valorisables, que ce soit des alcaloïdes, des terpènes, des flavonoïdes, voilà, toutes ces molécules qui peuvent donner une plus-value, une valeur ajoutée à votre organisme filtreur. Une fois que notre éponge a suffisamment bioaccumulé, eh ben, c'est plus forcément un déchet rempli de plomb, de cuivre ou de zinc, mais c'est une biomasse qui peut servir à peut-être valoriser aussi ces métaux, ces éléments traces métalliques. On peut faire de la synthèse grâce à ces éléments, à ces métaux, de la synthèse catalytique. Je pense aux travaux une chercheuse de CNRS, Claude Grison, voilà, qui travaille sur de la phytoremédiation, donc les propriétés qu'avaient certaines plantes d'aller avec leur système racinaire chercher des polluants. Ces contaminants s'accumulent dans les racines, dans les feuilles, et cette chercheuse, cette chimiste, eh bien, extrait ces métaux pour les réutiliser dans la synthèse catalytique, plutôt que d'aller chercher de nouveaux catalyseurs d'origine terrestre, tellurique. Voilà, une espèce de recyclage, de valorisation finalement entre guillemets du déchet. Donc là, nous, l'idée, on ne l'a pas fait encore, mais ce serait de pouvoir séparer les éléments métalliques des molécules organiques qui auraient une plus-value, intérêt pharmacologique, tout voilà, ce que vous voulez. Ouais. Merci. Ouais. Pour finir, je tenais à rebondir sur ce que le monsieur, il est peut-être parti, je crois,
Le monsieur qui était éco-garde à Belle-Île disait, concernant l'anti-fouling et les pratiques concernant justement le biofouling, on va dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Et en particulier concernant je ne sais pas si vous l'aviez mentionné, le carénage à flot, pareil, c'est intéressant, mais c'est pas encore opérationnel. En soi, tout le monde ne peut pas le faire, mais par exemple, l'une des pratiques qui peut être intéressante, c'est juste de ne pas mettre d'anti-fouling, mais une fois qu'on a fini de l'utiliser pour l'année, on met à sec pour l'hivernage, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est pas applicable à tout le monde et forcément, Donc les ports à sec, Chaque- mais ça demande aussi un espace sur le foncier, et tous les Oui. ports sont à la recherche d'espace aussi pour se développer. Ouais. Et vous parliez justement des techniques innovantes. C'était le mois dernier, je crois, il y a eu une soutenance de thèse pour le développement d'une sorte de nouveau système anti-fouling basé sur des polymères produits par des bactéries qui permettraient en fait de limiter la formation du biofouling. Voilà, une thèse faite par Monsieur Yves Ritter. Du Voilà. LPCM. Ouais. Doctorant du laboratoire. Ouais. Bah, c'est les thématiques du LBCM dans lequel nous sommes tous. D'autres questions? C'est toujours le même. Mais il est bavard, celui-là. On le connaît. Hein. C'est bien, c'est bien. Je voudrais vous poser une question qui pourrait paraître étrange, mais est-ce que on va pas nous sortir, les labos pharmaceutiques vont pas nous sortir un produit pour mettre sur les algues vertes? Alors ça, c'était la question étrange. Et l'autre côté, donc comment ces algues vertes, on les récupère, on peut les transformer en fabriquer du méthane? Je laisse la spécialiste des algues répondre. D'accord. Il y a toujours une question sur les algues vertes, mais qui ont des bons côtés, puisque voilà, on a des doctorantes qui font une thèse dessus, et on s'en sert aussi comme légumes. Elles sont riches en protéines. Alors les algues vertes collectées en Bretagne, eh bien, il y en a pas mal qui partent au compostage. Il y a des petites entreprises en Nord-Bretagne qui les collectent et voilà, elles servent à du compostage. Alors l'histoire des produits pharmaceutiques pour les éliminer, je n'ai pas entendu parler. Vous avez drôle d'idée, mais moi je n'y ai même pas pensé. Non, il faut travailler en amont avant qu'elle se développe. Mais voilà, l'algue verte, bon, effectivement, il y a le côté obscur de la force, mais c'est un légume. Hein, et voilà, il ne faut pas aller le manger voilà, faut pas aller les collecter sur la photo qu'a présentée Pierre là à Lorient, mais dans un espace propre. Voilà, c'est une diversité intéressante dans votre assiette. D'autres questions? Sinon, tout le monde au lit, hein. Une observation à propos des éoliennes. Là, on est pas mal éclairé. Hein. Donc, on nous dit que la Bretagne, on est en fin de ligne. Et il y a quand même quelque chose qui est apparu, c'est qu'on va alimenter l'Irlande avec une nouvelle ligne sous-marine. Donc, il y a aussi là un problème quelque part. Donc, est-ce qu'on va les alimenter avec ce champ d'éoliennes, donc à la finale 60 mais déjà, c'est le minimum de consommation. Vous savez combien vous consommez tous et toutes chez vous en électricité, donc c'est consommé au minimum. Belle parole pour conclure cette conférence. Un dernier mot, Pierre? Non, je vous remercie pour votre attention. C'était peut-être un petit peu long. Il faudra que je fasse plus court la prochaine fois. Ouais, j'avais beaucoup de choses. J'avais beaucoup de choses, donc je suis allé peut-être un peu vite sur la fin, mais je pense qu'effectivement, oui, l'histoire n'est pas terminée. Ces histoires de colonisation, c'est quelque chose qui me semble assez intéressant, et on est en plein dans cette problématique. Ouais. Et la liberté de parole des fonctionnaires, parce que vous n'êtes quand même pas attachés. Hein. Et la liberté de parole des fonctionnaires, il me semble que il y a certains articles juridiques qui peuvent vous sauver aussi quelque part quand vous constatez qu'il y a quelque chose d'anormal.
vous pouvez utiliser, je ne vais pas vous dire l'article 40, mais bon, voilà. Hein, merci à vous. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve en septembre.